Bonjour, c'est comme toujours, bienvenue à toutes et à tous. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission consacrée au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser à un métier, à un artisanat rare, un artisanat d'art, dans lequel alors l'artisan devient adepte du branloir qui agite l'étampe, châtre les roues, tire la vache pour faire pleurer le métal. Quand il coupe cul nu, il mange de la daube, tâte la marmite, tranche à chaud ou à froid. On peut dire que c'est un sacré popotier, un sacré chomac. Alors derrière ces expressions, ces mots, mesdames et messieurs, de quel métier s'agit-il? Eh bien aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un ferronnier, serrurier, artisan, forgeron. C'est Arthur Müller de la forge de la Tulévrière à Saint-Étienne-du-Bois. Comme le disent les charlots ou comme le chantent les charlots, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Eh bien, c'est ce que fait notre invité, tombé dans le chaudron quand il était tout petit. Le voilà pris entre le marteau et l'enclume. Des études, Bac ES et BTS, communication des entreprises qui ne l'enchantent guère. Alors il a soif de créativité, changement de cap, direction la forge, l'apprentissage. Si c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est aussi en observant qu'on apprend. De stage en apprentissage, de CAP en BP, de Périgueux à Cholet, Angers en passant par Paris, Arthur apprend le métier. Voilà maintenant plus de 10 ans qu'il ferronne à tour de bras et de brasier, 10 ans qu'il tient l'enclume des jours et des nuits pour créer des œuvres en fer féerique, 10 ans qu'il fait chauffer et chanter le métal, marque les temps avec son étampe, tempo du marteau. C'est du métal musique. En serrurier compositeur, d'ailleurs, il cherche la clé de sol pour ouvrir les portes bonheur. Il offre aussi aux escaliers débutants une rampe de lancement en fer forgé. Dépose une marquise aux portes cochères du marquet de la ferronnerie. Allez pousser la porte de son atelier. Depuis plus d'un an, la forge résonne à nouveau à la Tulévrière. Arthur Müller est un insuffleur de fer, un poète ferrailleur, un chiffonneur d'acier. Il file de fer féeris, il funambule entre réel et imaginaire, il sait sertir les émotions et griser les peurs, créer de véritables œuvres d'art. Alors comment on devient forgeron? À quoi ressemblent ses journées? Que fabrique-t-il? Quelles qualités faut-il pour exercer ce métier? Quels sont ses projets? Voilà autant de questions que nous allons poser à notre invité, Arthur Müller. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Dans notre émission. Vous êtes venu avec des outils, on va en parler dans un instant. Mais peut-être qu'avant de se lancer dans la conversation, permettez-moi de vous présenter, comment dirais-je, deux métallos. L'un est tourneur-phraseur, les témoignages, les mots, c'est son dada. Et l'autre, adepte de deux outils métalliques et féeriques qui sont le couteau et la fourchette. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Ça va-t-il bien? Ah oui. Oui. J'ai bien aimé, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, mais est-ce que c'est en sciant que Léonard de Vinci? On ne sait pas. That is the question, voilà. Mr. Pierdac. C'est une bonne question, on tentera d'y répondre. Et vous êtes venu avec un tableau de Léonard de Vinci, non? Pas Avec tout à fait. pratiquement, Non. c'est un plat qui est complètement démodé et à l'heure actuelle, on met en avant plein de cuisines différentes qui sont cosmopolites, mondiales, avec des modes diverses et on oublie les vieux classiques qui sont des produits de base et qui sont à la portée de toutes les bourses puisque souvent c'est jeté pour faire de la gélatine. Ouais. Il s'agit des pieds de cochon. Et D'accord. si on a un bon charcutier, on peut avoir des pieds de cochon à pas cher et on peut se régaler. À l'époque des barbecues, c'est un plat magique. Très bien. Donc le goré est au menu. Oui, le gorette est au menu. Eh ben, c'est bien. Vous mettez les pieds dans le plat. Pardon? Vous mettez les pieds dans le plat. Et On met les pieds dans le plat. Ah, vous allez rester. Hein. On a trouvé un ami. Jean-Pierre Bertrand, un sujet, un métier, j'imagine, où là, il y a témoignage à foison. C'est un des grands métiers d'autrefois. Eh oui. Ouais. Les forgerons, les maîtres forgerons, Ah oui, c'est sûr. artisans ruraux reconnus indiscutablement C'est vrai. par l'ensemble de la population. Tout le monde avait affaire aux forgerons autrefois. C'est évident. Alors en Vendée, comme partout ailleurs, on a un volume de témoignages. J'imagine. Ouais. Et voilà, et donc j'ai choisi plutôt que de parler de métier, c'est de parler de comment on apprend le métier. Ah, excellent. Et puis un des premiers qui a passé son CAP D'accord. de forgeron, donc voilà, on aura deux forgerons qui parlent plutôt de la jeunesse. D'accord. Arthur Müller,
Quand on parle forgeron, d'ailleurs, vous êtes forgeron? Parce que quand on va sur votre site, on voit ferronnier, serrurier. C'est quoi exactement les différences? Alors, la scission entre tout ça n'est pas forcément très nette. Ouais. Je dirais que le forgeron travaillait plutôt tout ce qui est outillage. Mais le forgeron, il y a longtemps, il devait savoir un peu tout faire. Il devait être charron, il devait être maréchal ferrant, il devait être coutelier. Enfin, il devait savoir un peu tout faire parce qu'il n'y avait pas énormément non plus de monde qui pouvait faire le travail. Donc, il était un peu couteau suisse. Et avec l'évolution des techniques, l'augmentation de la population, on a pu avoir des gens qui se sont spécialisés en coutellerie, en ferronnerie et tout ça. Et donc, moi, je suis ferronnier, c'est-à-dire que je fais plutôt tout ce qui est protection à la personne, donc garde-corps, rampe, mais aussi habillage de la maison avec les marquises, je peux faire de l'ameublement. Après, je peux toucher un petit peu à ce qui est de l'outillage, mais c'est vrai qu'on a accédé quand même à un certain niveau de technique qui fait que je ne suis pas aussi précis qu'une machine pour faire de l'outillage très spécifique, mais je peux réparer quand même des anciens outils ou refaire des pièces manquantes. Et le métallier, en fait, c'est encore une autre transformation du métier. Le forgeron, ferronnier, maréchal ferrant, on utilise le feu, alors qu'il soit grâce au charbon ou grâce au gaz. Maintenant, on a des forges à gaz. Mais on transforme la matière, on la modèle, on l'écrase, on l'écarte. Le métallier, on va travailler à froid. Alors, on peut se brûler en touchant une pièce qu'on vient de souder, mais c'est plutôt qu'on va additionner ou enlever de la matière. Un modèle, par exemple, c'est que pour un trou, le forgeron, alors là, c'est une penture, on venait percer avec un outil, mais on n'arrachait pas de matière. Ça s'écartait, on retravaillait pour avoir les formes. Et le métallier, avec une perceuse, on va arracher, c'est ce qui fait les copeaux. Du coup, on a moins de matière qu'au début. Il n'y a pas forcément une technique qui est mieux que l'autre. Ça demande plus de temps peut-être de faire au fer, mais on a moins de perte de matière. Donc ça s'équivaut, on va dire, dans l'ensemble. Voilà, c'est les grandes différences. Après, on va faire à peu près les mêmes choses, mais qui auront un style un petit peu différent. D'accord. Le grand soufflet, il n'y en a plus? Alors, dans la forge que je reprends, donc qui est un bâtiment qui appartient à la mairie, qui va être remis en état, on a les deux soufflets, mais on a aussi un ventilateur électrique. Donc, parce que c'est quand même un travail de gérer le feu. C'était souvent le travail de l'apprenti. Qui était là, qui devait d'abord gérer que le feu soit bien tenu, que la barre chauffe, mais ne brûle pas, parce que le fer, au bout d'un moment, il peut fondre si on va trop fort. Et il regardait en même temps les gestes des anciens, et au bout d'un moment, on lui disait, vas-y, prends le marteau et commence. Ça veut dire que les expressions que je donnais, comme tirer la vache, faire pleurer le métal, adepte du branloir, sont des expressions qu'on utilise encore aujourd'hui ou pas du tout? Alors, le métier, on a eu un grand creux dans la transmission. Les anciens ont un petit peu arrêté, parce que justement, la métallerie est arrivée, il y a eu de moins en moins de forges dans les ateliers de métallerie, et du coup, les anciens forgerons se faisaient de plus en plus rares. Moi, j'ai fait plusieurs entreprises, et très peu, en fait, avec des anciens qui perpétuaient un savoir-faire, notamment dans le parler. Donc, des expressions. Il y a beaucoup d'expressions qu'on entend plus en fait en dehors. Savoir battre le fer tant qu'il est chaud, c'est usuel. Pour le reste, ça reste aussi très typique des fois des endroits. Des régions. Même les outils des fois avaient des noms un petit peu différents alors que c'était la même chose. Comment vous êtes je disais tomber dans la marmite, mais c'est vrai? Alors non, parce qu'en fait, j'y ai pas pensé jusqu'à mon BTS où j'ai commencé. Je m'y plaisais pas, enfin, je me projetais pas plutôt. C'était très intéressant, mais c'était pas ce que je voulais faire. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir. Mon grand-père était ébéniste sculpteur. Alors j'ai commencé à m'intéresser au métier manuel. On m'a dit l'ébéniste sculpteur, dans ce métier d'ébéniste sculpteur était un peu bouché. Beaucoup de jeunes par rapport au travail qu'il y avait. Donc on m'a dit c'est peut-être pas le meilleur moment de s'y mettre. Et je suis tombé sur ferronnier où c'est pas qu'on soit très demandé, mais il y a quand même de la place.
Et je me suis dit, pourquoi pas, tant qu'à se lancer dans autre chose. Et puis ça m'a plu, et voilà. Donc je trouve que c'est aussi un signe pour les jeunes qui sont encore en études, qui ne savent pas quoi faire. C'est pas grave, on peut découvrir son métier plus tard. Complètement. On peut partir sur une filière plus générale et puis à un moment donné changer de cap. Même si c'est pas une passion à la base. D'accord. Et du coup, après, c'est une formation en école, en apprentissage. Comment ça se passe ? Oui, du coup, il y a plusieurs cycles. Moi, ce que mon premier patron m'avait conseillé, parce que je suis arrivé, bonjour, je voudrais être ferronnier, il m'a dit, oh là, alors le ferronnier, justement, il n'y a pas énormément de demandes, et il y a des techniques qui sont apprises plutôt en métallerie. Maintenant, pour savoir bien faire une porte, c'est bien d'avoir une jolie porte avec des jolies sculptures, mais si elle ne s'ouvre pas, ça ne sert à rien. Donc, on va quand même plutôt faire un CAP en serrurerie-métallerie, qui est soit en alternance, soit en études continues, enfin, en lycée, et après, faire un CAP en ferronnerie. Donc moi, je l'ai fait dans un CAP, dans un centre de formation à Périgueux. Oui, voilà. Ça fait longtemps. Ben oui. Et il y en a quelques-uns en France. Alors c'est vrai que je ne peux pas parler de toutes les formations, je n'ai pas fait le tour de toutes, mais au final, je pense qu'elles se valent tant qu'on a l'envie d'apprendre et qu'on va chercher aussi à rencontrer d'autres genres de métiers. Je crois qu'on y reviendra parce qu'il me semble que vous avez annoncé tout à l'heure que Jean-Pierre Bertrand, vous aviez un sujet là-dessus. Mais d'un Jean-Pierre d'avant, mais toujours question de formation et de transmission, malgré tout. Oui, tout à fait. Et comme un Jean-Pierre appelle un autre Jean-Pierre, eh bien, on va marquer une petite pause et on va passer à table. Bon appétit avec Jean-Pierre Pouvreau. Ah ben c'est rigolo parce que voilà une recette qui est aussi décalée que le métier de forgeron. C'est vrai. C'est ancestral. Et avec des qualités, avec des valeurs, avec le plaisir de découvrir et là notamment de déguster des pieds de cochon. Voilà. Alors donc le pied de cochon, alors si vous avez il faut avoir un bon charcutier, il faut avoir un bon artisan charcutier. Et alors donc vous lui demandez des pieds de cochon, normalement ça se jette, mais comme il y a un travail de nettoyage, que les pieds de cochon au début il faut les nettoyer, il faut enlever la coque, c'est assez fastidieux quand même. Même si le produit il est pas cher au départ, il y a du temps à passer quand même dessus. Mais on peut l'avoir à un prix très raisonnable. Et alors je donnerai les tenants et les aboutissants après des recettes. On les reçoit crus, donc ils n'ont pas été cuits. Donc il faut les faire cuire, on les met dans la saumure. La saumure, vous brassez du sel, voilà, dans de l'eau tiède, et vous mettez une pomme de terre dans l'eau, et quand la pomme de terre elle remonte à la surface, quand elle flotte, votre saumure elle est prête. Ah, c'est l'indicateur. Voilà, c'est un indicateur, donc c'est facile. On peut sucrer légèrement la saumure si on veut, c'est à une raison de 2% de sucre. D'accord. Et vous mettez les pieds de cochon comme ça pendant une nuit dans la saumure. Et après le lendemain, vous les mettez à mijoter dans un courbouillon avec des carottes, des oignons, clous de girofle, du thym, du laurier, du persil, voilà. Et vous laissez ça mijoter à couvert du poireau, éventuellement, des verres de poireau. On peut manger les blancs, vous pouvez mettre des verres de poireau et vous gardez les blancs pour le déguster en vinaigrette. Voilà, c'est la saison du poireau également. Et il faut que ça mijote pendant entre 12 et 18 heures. Voilà. Vous coupez la chauffe et donc le lendemain matin vous récupérez vos pieds de cochon, voilà, et vous les égouttez bien, vous les passez une fois séchés, vous les passez dans un beurre fondu, de la mie de pain que vous avez gardé de votre pain au levain rassis que vous avez fait chez vous, hein. Ça devient une grosse chapelure rustique et vous panez les cochons qui ont été beurrés dans la chapelure. Donc cet aspect. Voilà. Et alors ensuite, alors comme c'est la saison du barbecue, vous les maintenez au frais et vous pouvez les manger pendant la semaine qui suit, c'est pas un problème. Et si vous faites un barbecue, vous les faites griller au barbecue et c'est un vrai bonheur, c'est un vrai délice. Alors c'est pas gras, c'est gélatineux, c'est un peu comme la tête de veau. Alors les gens disent c'est gras, mais non, c'est pas gras. Et c'est gélatineux et c'est le goût, parce que là il y a que de l'os dans les pieds. Et c'est le goût qui parfume vraiment la gélatine et c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est vraiment. On vous croit, on ne peut pas goûter, mais on vous croit. Oui. Et alors, donc, vous accompagnez ça avec des petites pommes de terre de Noirmoutier, des mojettes, bon, voilà. Puis la soirée est réussie. Et la soirée est réussie. Et essayez, vous adopterez. D'accord. C'est long, mais c'est bon. C'est long, mais c'est bon. Voilà. C'est typiquement un plat qui peut aller sur la forge.
Tout ce qui est pour mijoter sur les braises du forgeron, non? Oui, on se méfiera quand même parce que le charbon minéral n'est pas très conseillé pour la cuisson. Mais bon, après... À réfléchir. Merci Jean-Pierre. C'est quoi la journée type d'un forgeron? Peut-être qu'il n'y en a pas de journée type. Alors en tant qu'auto-entrepreneur, enfin que mon propre chef, c'est vrai que c'est très fluctuant quoi, suivant les rendez-vous, suivant les chantiers à faire. J'ai pas réellement une journée type, mais justement il faut savoir aller à la rencontre, parce que le début du travail c'est la rencontre avec le client qui va être de trouver le projet qui lui correspond, soit parce qu'ils ont envie d'avoir dans le patrimoine de leur maison, que ce soit une très vieille maison qui soit un patrimoine un petit peu commun, ou juste une maison peut-être qui n'est pas si vieille que ça, mais qui est le patrimoine familial, et on a envie d'avoir et ben, il faut trouver quelque chose qui leur corresponde. Donc c'est beaucoup écouter. Écouter, regarder ce qu'il y a autour pour trouver peut-être un petit quelque chose auquel ils n'avaient pas pensé, puis le raccrocher. Faire des propositions, donc ça passe par le dessin, le croquis, puis l'échange toujours, savoir bon bah là ça va pas. Et puis bah après c'est la conception, faut être au fourneau quoi. C'est ça. Et là il y a plusieurs étapes. Il y a des étapes plus fragiles, plus difficiles, oui, mais ça va être peut-être plutôt sur suivant ce que j'ai à fabriquer. D'accord. Il y a des choses où plus délicates, tout va être un petit peu facile, voilà. Mais là, je suis en train de faire une grille de puits avec des trous renflés. C'est une technique bien particulière et je me suis pas facilité la tâche parce que ce sont des trous renflés que j'ai fait en angle et ça me demande beaucoup de temps. Donc voilà, ça dépend vraiment de la technique qui est... C'est comme la cuisine, ça demande beaucoup de temps. Tout ce qui est intéressant, il faut de la patience. Oui. Ce sont des pièces uniques à chaque fois? Oui, c'est... justement, ça dépend de l'entreprise aussi, de volonté. Là, moi, j'essaye de faire des pièces qui sont pour la personne. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui se ressembleront quand j'aurai 40 ans de métier. Il y aura peut-être la signature. Voilà, mais elles auront été fabriquées à chaque fois pour la personne et j'aurais pas fait un lot pour les vendre ensuite. À propos de signature, ce sera la signature de l'ours. Alors je dis l'ours parce qu'on voit sur votre polo, il y a un ours. Quand on va sur le site, c'est l'ours qui martèle. C'est quoi pourquoi cet ours? Donc je m'appelle Arthur et c'est l'étymologie du mot Arthur qui vient du celte, Ars, ours. D'accord. Donc voilà, c'était pour changer un petit peu parce que c'est vrai que l'enclume, le marteau, les flammes, on le voit beaucoup sur les ferronneries. Bon, c'est pour tirer l'épingle du jeu. Et comme je fais des visites aussi de la forge, donc de la vieille forge, et je reçois des classes, je me dis que ça a un côté un petit peu plus attrayant pour les enfants, de dire « Ah, on va voir l'ours ». Voilà, Vous êtes basé à Saint-Étienne-du-Bois, donc une forge qui est ouverte au public? Oui, alors pas tout le temps, pas 24 sur 24. C'est pas un musée, mais... alors pour le moment, elle n'est pas encore réhabilitée, mais on l'a fait quand même visiter lors des Journées du patrimoine, que ce soit de pays ou européennes. Et pendant cet été-là, de juillet à août, je vais faire les ouvertures le vendredi après-midi. Donc on peut prendre 14-18 heures, on peut passer. Il y a un horaire de visite à chaque fois, mais on peut passer et puis échanger. Très bien. On marque une petite pause et on va faire un bond dans le temps. Jean-Pierre Bertrand va nous parler de bouche à oreille du forgeron d'hier. C'est à vous. Oui, mais la forge en question a une sacrée histoire, puisqu'elle a été le lieu où on a caché des choses précieuses pendant les guerres de Vendée. Puisqu'elle se situe juste à côté de la chapelle qui a été mise en œuvre pour commémorer, rendre hommage à ces gens de ce village qui ont été... voilà. Donc ce lieu est quand même assez magique. Alors, les fameux apprentis en question, bah oui, c'est quand même un autre temps. L'apprentissage. C'est vraiment un autre temps. Moi aussi, je suis... Alors, on va entendre M. Maurice Guillet, donc... qui nous parle de son apprentissage dans les années 30. Donc voilà, c'est un autre temps. Petit bond dans le temps, on écoute.
Alors qu'est-ce qu'on faisait comme apprenti au départ Ah ben, on commençait par balayer la forge, on faisait le jardin du patron, on faisait, oui, on faisait tout. Hein. On fondait du bois pour la patronne, puis après on commençait à bricoler, à faire des S en fer rond, c'était le premier travail. Des fers pour les ânes, des petits fers. Pour un apprenti, c'était très dur. Étirer le métal, à frapper à 2 et à 3. Et puis surtout, ce qui était dur, c'était le perçage du fer, des roues, des bandages de roues, percés à la main avec des machines avec un grand volant. On travaillait longtemps, de bonne heure le matin, tard le soir. Et il y avait un contrat d'apprentissage à l'époque? Non, il n'y avait rien, ni assuré social, ni rien. Donc vous n'étiez pas payé? Pas payé, on était nourris puis à boire. Que demande le peuple? Nourri à boire. Bah oui. Mais, et encore, c'est déjà bien parce que c'est une période de transition, parce qu'avant, les parents payaient l'artisan pour former leur enfant. Ouais. Et le deuxième personnage, c'est un personnage pour lequel j'ai toujours beaucoup d'affection, c'est Ariste Forge. Ariste Forge, il porte ce nom parce que tout simplement, on l'a déposé sans rien autre que quelques langes devant une porte, devant la porte de la forge, parce que les forgerons, quand même, autrefois, c'était des gens un peu aisés. Voilà, en se disant, et du coup, il sera bien vu. Et enfant trouvé, on lui a donné son nom de Forge. Voilà. Et c'est un grand monsieur qui, j'ai failli le proposer, mais qui a une magnifique chanson de forgeron. Ah, bah vous auriez dû me la... Ouais, on aurait pu l'écouter en entrée de c'est quelque chose, quoi. C'est très très fort. Pas faire écouter à toutes les oreilles. Ah bon. Voilà. Donc on va entendre Ariste Forge quand il a passé son CAP. On écoute. Vous l'avez passé à quel âge, le CAP? Le CAP, à cette époque-là, il n'y avait pas d'âge, beaucoup ne passaient pas le CAP. Moi, j'ai passé mon CAP pour pouvoir avoir un apprenti. Parce que pour être patron, il ne fallait pas de diplôme. Non. Seulement, il est bien évident que si on veut avoir quelqu'un, surtout que maintenant que l'éducation professionnelle est réglementée, à l'école une semaine, par exemple, là, il faut certainement avoir passé un examen à pouvoir présenter des preuves, quoi. Et ça s'est passé comment alors? Il y avait de l'école? Ah ben non, nous on a passé l'examen, il y a une journée de pratique et une journée de théorie, quoi. L'épreuve pratique, autant que c'était rien du tout pour moi, autant l'épreuve ensuite théorique, c'était compliqué. Parce que moi j'allais pas à l'école, parce qu'ils nous ont posé des questions que je savais pas. Eh oui, l'apprentissage. Effectivement, merci beaucoup Jean-Pierre. Non plus. On entendait tout à l'heure dans le premier témoignage les questions de journées bien remplies, d'outils. Est-ce que les outils ont beaucoup évolué? Est-ce que c'est aussi physique que ça l'était par rapport à ce qu'on entendait? Alors, oui et non. Justement, en tant que ferronnier, beaucoup d'outils sont restés les mêmes depuis des siècles même. Vous voyez, les marteaux, les chasses. Je pratique encore la forge comme il y a des années, mais on a l'électricité qui est venue, donc on peut avoir certaines machines. Le marteau mécanique, marteau pilon, tout ça, ce sont des choses qui sont venues, mais qui sont quand même assez anciennes. Les moines avaient déjà créé au XIIe siècle le premier marteau qui marchait grâce à une rivière. Donc voilà. Mais c'était pas toutes les forges qui les avaient. Etc. Et en tant que métallier, justement en fait c'est là où on fait aussi la scission entre le serrurier métallier et le ferronnier, c'est que le poste à souder, la perceuse, le découpeur laser sont venus remplacer tous ces outils de la forge. Donc on va faire les mêmes choses différemment. C'est pour ça que ça facilite le travail. Quand j'ai des tôles à percer avec des motifs un peu spécifiques, je vais plutôt utiliser quand même le laser, parce qu'il faut savoir vivre avec son temps. Et les gens, il faut voir que les porte-monnaies ne sont pas forcément extensibles, donc on joue un peu des deux. Quel accueil on vous a fait dans le pays, justement, un forgeron qui vient réallumer la forge? Eh bien, plutôt bon. C'est vrai que tous les accueils que j'ai là sont des gens qui soit connaissaient aussi l'ancien forgeron et sont contents de revoir la forge se rallumer, ou beaucoup de gens, même s'ils ne connaissaient pas la forge, disent « Ah, mais j'avais un grand-père, j'avais quelqu'un qui y était ». C'est quand même un métier qui est
connu sans être connu. Ouais, et fascinant. Le particulier, l'entreprise peut venir chez vous, vous avez... Oui, architecte, d'accord. Tout type de client. tout. Je suis ouvert à tout. Voilà, il est ouvert à tout. C'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. Merci beaucoup. Si j'avais un marteau, je casserais le chronomètre, puis on se dirait qu'on pourrait continuer. Mais voilà, le temps passe et c'est déjà la fin de notre émission. En tout cas, merci d'être venu nous parler de ce beau métier, que celui de forgeron. Et puis, merci les métallos. Ah, ben, avec plaisir. Et puis, on va se dire à Bétou. À Bétou, tu es faite. Et puis, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.